Bienvenue dans Culture & Co, votre émission sur la culture en Ile-de-France. Comme chaque mercredi, nous nous retrouvons pour parler d'actualité, rencontrer des artistes, découvrir des métiers d'art et partager des idées de sortie. Et tout de suite, le sommaire. Les grandes eaux du château de Versailles, c'est reparti jusqu'en octobre, une occasion de parler du métier unique de fontainier. 180 choristes ont pu bénéficier d'un stage de chant d'une semaine au prix mini de 50 € grâce à la Fondation Fondartuel et sa présidente Christine Bazin. Visite guidée du château d'Écouen et de ses joyaux de la Renaissance, retour en images à l'époque du connétable français Anne de Montmorency. Parcours atypique pour Michel Renard, musicien de base, il découvre la photo grâce à un collègue. Aujourd'hui, il défend l'argentique et sort de sa première expo. Focus sur le groupe de danseurs Chaudard, 13 talents en devenir, qui ont récemment participé au Montreuil Mix Festival. Et puis nous terminerons par de nouvelles idées de sortie. On ouvre cette édition dans les Yvelines, où il est temps de remettre en route les grandes eaux musicales du château de Versailles. Voyage en musique baroque au temps de Louis XIV, à travers les bosquets et les bassins, tous les samedis et tous les dimanches jusqu'en octobre. Tout un circuit de pompes et de canalisation d'eau à gérer, une occasion de découvrir un métier unique en France, celui de fontainier. Le Tour des Fontaines avec Catherine Zulato de TV-Fil 78. Il apparaît derrière un arbre, tenant en ses mains une drôle de clé. Il tourne. L'heure de la remise en eau des bassins du château de Versailles a sonné. Gilles Bultez est chef fontainier au château. Fontainier, ne cherchez pas, cela n'existe plus, uniquement ici, à Versailles, où le temps royal a suspendu l'évolution. En France, les fontainiers sur des réseaux hydrauliques historiques, ça n'existe plus. Vous allez dans d'autres sites, vous allez trouver des jardiniers qui entretiennent le réseau comme ils peuvent. C'est qu'à Versailles qu'on a ce métier-là, c'est un métier unique. Une cinquantaine de fontaines remises en eau et en musique tous les samedis et dimanches, ainsi que le voulait le Roi Soleil. 14 bosquets et 32 bassins en action, comme ce géant de la fontaine de Lancelade, évoquant la chute des Titans. Ici, tout se compte en démesure. 35 km de canalisation, dont 80% sont toujours de l'époque royale. Chaque week-end, ce sont 12 millions de litres d'eau utilisés grâce à un circuit presque fermé. Tout ça fonctionne parfaitement avec des réservoirs souterrains qui collectent les eaux qui ont joué et ensuite qui les redistribuent sur l'ensemble des fontaines. Donc c'est un nœud de canalisation, c'est un circuit qui fait converger les eaux qui jouent et ensuite qui arrivent au niveau du Grand Canal. Et c'est au niveau du Grand Canal qu'on remonte les eaux avec une pompe pour remplir les réservoirs principaux qui se situent au plus haut. Tous les bassins sont commandés par leurs prédécesseurs. C'est cet agencement qui a été réfléchi et qui a été préservé au fur et à mesure des siècles, qui est totalement étonnant et qui a perduré. Et les anciens ont su préserver ce patrimoine. Et donc notre devoir, c'est aussi de léguer cet héritage. Et c'est pas une mince affaire. Retrouver l'esprit de Louis XIV, c'est ainsi possible tous les samedis et dimanches jusqu'à la fin du mois d'octobre. On continue en Seine-et-Marne où s'est tenu le stage annuel de chant de la Fondation Fondartuel la semaine dernière au domaine du parc de Pontcarré à Lagny-sur-Marne. Chaque année, ce stage permet à de nombreux choristes de se détendre le gosier à moindre frais. Christine Bazin, présidente de la Fondation, et toute son équipe s'engagent à développer l'expression vocale sous toutes ses formes. Les explications avec Gaël Le Boulanger de Canal Coquelicot 77. 1, 2. Voilà quelques 180 choristes bien privilégiés. Leur semaine de chant leur coûte 50 € par tête, alors que ce genre de stage demande d'ordinaire bien 5 fois plus. Et si cela est possible, c'est grâce à elle, Christine Bazin, alto dans le cœur et femme de cœur dans la vie. Quand j'ai eu 50 ans, j'ai eu un cancer du sein. Et j'ai sauvé ma vie en participant à un groupe de chant. Et je me suis dit qu'il fallait, j'étais dans une vie de travail, de rentabilité, si tu veux, on gagnait de l'argent, j'avais un mari qui gagnait beaucoup d'argent. Et je me suis dit, mais ma vie, c'est pas ça, quoi. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas passer mon temps à amasser de l'argent, ça sert pas. Il faut donner un but à cet argent.
Un divorce et quelques années plus tard, Christine Bazin a échappé au pire et réalisé un rêve, créer une fondation qui finance sa passion du chant et en fasse profiter les autres, tous les autres. Christine Bazin, la chef d'entreprise, a même embarqué dans son aventure vocale ses employés, ici Elisabeth et une autre Christine. Elle se trouve donc à travailler à la fois pour une société lucrative de gestion du patrimoine et pour la fondation qui lui est associée de promo musicale. Non, je ne suis pas choriste. Je fais uniquement partie du staff. Voilà, moi je vends les billets, voilà, uniquement. Et je gère les comptes de la société. Ce n'est pas des relations employés-patrons. Il y a beaucoup d'amitié, beaucoup de connivence. Ça se passe super bien, on est content de voir ça tous les ans. Voilà, c'est notre petit plaisir à nous. 1, 2, 3 et 1. Au goûter de ce mardi, crêpes maison pour tout le monde. Les premiers à apprécier, ce sont évidemment les choristes, toujours plus nombreux à participer au stage grâce aux bouche à oreille. Et cette année, avec le Requiem de Brahms, les Normands en bavent un peu. C'est un sacré morceau, c'est très long. Musicalement, ça n'est pas facile. Et en plus, pour un certain nombre d'entre nous, s'ajoute un autre problème, c'est que c'est en allemand. Et que les non-germanistes ont toutes les peines du monde à retenir le texte et que la prononciation caennaise ou normande de certaines parties du texte semble assez loin de la prononciation d'origine. Convivialité et exigence. Pas question ici d'oublier qu'on est là pour chanter et le mieux possible, évidemment. Est-ce qu'on peut en faire ce petit passage-là? Vous avez une note sur le premier temps, pourquoi vous la chantez jamais? Alain Guidouzot est le chef d'orchestre et ce n'est pas le seul professionnel à accompagner l'ensemble. Nous avons eu Ursula Cuvelier, qui est la soprano, qui est venue faire travailler le chœur. Et après-demain, nous aurons donc Marc Pansek, qui est basse et qui viendra faire également travailler le chœur. Donc des intervenants qui vont faire travailler essentiellement la voix, vraiment des professionnels de la voix, des professionnels du chœur également. Chantent à Radio France, dans les chœurs de Radio France. Une semaine de stage de belle qualité dans un cadre idyllique, le domaine du parc à Pontcarré. C'est quand même beau, mais ça n'a pas de prix, puisque c'est Christine qui régale. Direction le Val d'Oise pour la visite du château d'Écouen. Datant du XVIe siècle, il abrite le musée national de la Renaissance depuis 1977. Le musée est sous la tutelle du ministère de la Culture et l'édifice appartient à la grande chancellerie de la Légion d'honneur. Des générations d'artistes célèbres se sont succédés au fil des siècles pour faire du château d'Écouen un imposant monument. Visite guidée avec Philippe Pémal de VOTV. Situé sur une butte surplombant la plaine de France, le château d'Écouen est considéré comme l'un des joyaux de l'architecture de la Renaissance. Et pour le visiter, pas besoin d'aller sur les bords de la Loire, car il se trouve à une vingtaine de kilomètres au nord de Paris. Construit entre 1538 et 1555, il sera la propriété de l'un des personnages les plus puissants et les plus riches du XVIe siècle, Anne de Montmorency. Anne est à l'époque un prénom porté autant par les hommes que par les femmes. Lui le porte en hommage à sa marraine, la reine Anne de Bretagne. Connétable de France, chef des armées de François Ier puis de Henri II, Anne de Montmorency va posséder jusqu'à 130 châteaux et 600 domaines. Inspiré par les palais italiens, il va mettre son immense fortune au service de son château. Le château d'Écouen, à l'origine, était un tout petit peu différent, puisque vous devez penser qu'au sol, il y avait une cour pavée de marbre noir et blanc. Les fenêtres n'étaient pas les vitres que vous voyez aujourd'hui, mais c'était des vitraux. Et vous aviez de ce côté-ci, qui correspond à l'aile est, un étage supplémentaire qui sera détruit au XVIIIe siècle. Pour bâtir son château, Anne de Montmorency va faire appel aux plus grands artistes de l'époque, dans tous les domaines. Cette volonté de luxe attire le roi Henri II, successeur de François Ier, qui en fera son lieu de villégiature favori, jusqu'à avoir une aile du château réservée à son usage. C'est aussi lui qui offrira à Anne de Montmorency 2 marbres de Michel-Ange pour orner l'une des façades de la cour. Les statues d'aujourd'hui sont des moulages, les originaux sont au Louvre. Du décor d'origine de l'intérieur du château, il reste des pavés en émail, des moulures, des cheminées peintes ainsi qu'une chapelle. Dans cette chapelle, au plafond, nous avons toute l'emblématique d'Anne de Montmorency avec son blason fait d'alérions bleus sur un fond doré.
mais vous remarquez que nous avons aussi des épées qui montrent qu'il était chef des armées du roi, c'est-à-dire connétable. Et par cette charge, Anne de Montmorency avait le privilège de pouvoir porter l'épée du roi dans des cérémonies importantes. À l'origine, elle n'était pas comme ça du tout. Par contre, la pièce qui était là à l'origine, c'est la copie de la scène de Léonard de Vinci. Léonard de Vinci avait peint une scène pour le couvent Sainte-Marie-des-Grâces à Milan. Nous avons ici une copie qui date de 1506 et qui était là à l'époque d'Anne de Montmorency. C'est un des châteaux les plus modernes de la Renaissance française. Mais on l'ignore parce qu'il est resté maison d'éducation de jeunes filles pendant 150 ans, au moment où se forgeait ce qu'on croit connaître de la Renaissance, les châteaux de Blois, Chambord, Annette, etc., et Coin était fermé au public, fermé aux historiens, on n'en parlait pas. Et c'est seulement depuis à peine 30 ans que l'on peut y accéder, mais qu'il est encore trop peu cité dans les guides, trop peu cité dans les ouvrages de référence. C'est quelque chose qu'il faut s'efforcer de faire évoluer. Ça prend de l'énergie, ça prend de la passion, ça prend aussi du temps. Abandonné par la famille des Condé qui ne s'en occupe guère, le château devient en 1805, sur ordre de Napoléon, une maison d'éducation pour les filles de la Légion d'honneur qui l'occuperont jusqu'en 1962. Il est alors cédé au ministère de la Culture qui le transforme en musée de la Renaissance. Après de gros travaux, le musée ouvre en 1977. Il contient de nombreux joyaux de cette période, comme cette nef dite de Charles Quint. Il n'en existe que 3 exemplaires, dont une exposée au British Museum. Cet objet est en fait un objet qui a été fait pour être offert en cadeau diplomatique. Le but, c'était de montrer à quel point les orfèvres européens étaient capables de faire des choses extraordinaires. Celle-ci a été fabriquée en Allemagne. C'est une nef dont les personnages sont en fait des automates. Elle donne l'heure, elle fait de la musique, elle avance et elle tire au canon. Seul musée entièrement consacré à la Renaissance, le château des Coins rassemble des collections d'objets qui permettent de retracer l'histoire de l'art pendant cette période exceptionnelle. Tous les domaines artistiques de cette époque y sont représentés. On y trouve du mobilier, de la faïence, des pièces d'orfèvrerie, des tapisseries, le tout dans un état de conservation remarquable. On est ici devant la fameuse Daphné, qui est, vous le savez, un petit peu la mascotte du château des Couans. Cette Daphné est en argent, doré, et vous remarquez que vous avez au-dessus des branches de corail. Ce qu'il a de particulier, c'est vraiment essentiellement ce magnifique corail qui représente les branches de l'arbre du laurier, parce que le corail, c'était considéré par les gens de la Renaissance comme une matière un petit peu extraordinaire, un petit peu magique, mi-minérale, mi-végétale. Et c'est en plus un matériau qui est excessivement rare puisqu'il fallait aller le chercher dans des mers lointaines. Le musée recèle d'autres trésors exceptionnels de la Renaissance. Plus d'une trentaine de salles d'exposition vous attendent pour vous les faire découvrir. Mais le château des Coins n'est pas qu'un musée, c'est un ensemble unique. Situé au cœur d'un parc de 17 hectares, c'est un lieu que l'on visite autant pour l'histoire et l'architecture de son château que pour les collections présentées. Un lieu de balade idéal pour découvrir toutes les richesses de l'une des périodes les plus créatrices de notre histoire, la Renaissance. On reste dans le Val d'Oise à l'Office du tourisme de Mériel où nous avons fait la connaissance du photographe Michel Renard, dont sa première exposition des hommes et des femmes en noir et blanc vient tout juste de se terminer. Musicien de métier, il découvre la photo sur le tard. Aujourd'hui, il défend l'argentique et photographie les gens à travers ses voyages. Rencontre avec Sandrine Cardon de VOTV. La photo qui a servi d'affiche, donc celle qui est là-haut, donc je l'ai faite à New York. C'est avec une grande humilité que Michel Renard parle de ses photographies. Il livre une trentaine de ses clichés dans la première exposition qui lui est entièrement consacrée. Inscrit dans un club de photographie à Aubonne, ce musicien de métier découvre un nouvel art grâce à un collègue. Cette rencontre s'est passée au Japon. Et donc il m'a dit, tu sais, au Japon, ils ont d'excellents appareils, tu peux en trouver des très bons d'occasion. Il ne faut pas hésiter, voilà, je vais t'aiguiller. Voilà, ça s'est fait comme ça.
Il s'initie aux joies de l'argentique, découvre le tirage, le développement et pour le moment n'envisage pas de changer pour le numérique. Le plaisir du laboratoire, le plaisir de l'agrandisseur, de la chimie, je suis resté. Bon, est-ce qu'un jour je ferai du numérique? Faut jamais dire non, hein, mais pour l'instant, je trouve mon plaisir avec ça. Une rencontre, un achat et des voyages à travers l'Europe, l'Asie et l'Amérique lui donnent l'occasion d'immortaliser sa vision des gens. Ce qui m'intéresse, moi, c'est les gens, quoi. J'aime photographier les gens, les visages, les regards, les attitudes, des proches, des collègues, des gens dans la rue. Ça, c'est le plus difficile, mais voilà. Je suis pas porté sur la photographie d'animaux, de paysages, de fleurs, de monuments historiques. Ça, c'est pas du tout mon truc. Mon truc, c'est les gens. Le noir et blanc par goût, les hommes et les femmes par choix, Michel Renard définit sa vision de la photographie comme classique et pourtant son regard transporte malgré lui les visiteurs dans chacune de ses rencontres. Direction la Seine-Saint-Denis à Montreuil avec une série de portraits de jeunes artistes présents lors du Montreuil Mix Festival organisé pendant les vacances de Pâques par le service municipal de la jeunesse. Cette semaine, Culture & Co vous présente le groupe Chaudard, 13 talents en devenir. Ils existent depuis 5 ans. Les danseurs à l'origine de la troupe entraînent aujourd'hui la relève. C'est un reportage de Sarella Torres de TVM Est Parisien. Chaudard, on a un groupe constitué de 13 personnes. On danse à peu près tous depuis à peu près 2 ans, d'autres par contre ça fait 7 ans. Donc c'est vrai que c'est très varié, chacun à son niveau, mais bon, on est comme une grande famille quoi. On est tous étudiants, ça va de 14 ans à une bonne vingtaine d'années. Vient le nom Chaudard, c'est pas Chaudard comme l'expression de Montreuil, Chaudard, quelque chose qui est Chaudard qui est impressionnant, qui est bien. C'est plus quelque chose qui est, en fait, on veut plus désigner le mot show comme un show de plusieurs arts. On veut montrer plusieurs arts, sachant qu'on descend de l'école d'état d'âme, Coréa, tout ça, enfin bon, les anciens, nos grands quoi, nos grands et il faut aussi savoir que Chaudard aussi appartenait à ceux qui nous entraînent au jour d'aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'en gros on est comme la descendance, la relève quoi. C'est le travail. Le travail, on travaille. La propreté, c'est-à-dire qu'on peut rester des heures entières sur un même pas. Si tout le monde n'a pas exactement le même pas, si tout le monde travaille comme ça et qu'au final on attend ça, et bah de ça on va passer à ça et même ça on va se donner à fond quoi, pour y arriver. Première idée de sortie dans les Hauts-de-Seine à Rueil-Malmaison, à la médiathèque Jacques Baumel, où se tient jusqu'au 28 avril l'exposition sur le scientifique croate Ruđer Bošković. Astronome, mathématicien, physicien, mais aussi homme de lettres, philosophe et poète, Ruđer Bošković a été naturalisé français et proclamé sujet du roi de France en 1773. C'est un sujet réalisé par Corinne Fallin de Roy TV. Astronome, philosophe, mathématicien, homme de lettres, Ruđer Bošković, homme croate aux multiples facettes, est au centre d'une exposition organisée à la médiathèque Jacques Baumel depuis le 3 avril. Cette rétrospective a démarré l'an dernier au sein de l'UNESCO. Elle a désormais pris ses quartiers à Rueil-Malmaison, car depuis 2011, la ville est jumelée avec Dubrovnik, au sud de la Croatie. Cette exposition devient de plus en plus importante.
La première édition a eu lieu l'année dernière au sein de l'UNESCO, qui n'est pas considérée comme un territoire national. Et cette année, elle a pu voir le jour auprès de sa ville jumelée, Rueil-Malmaison. Ruder Bošković est à l'origine de nombreuses découvertes astronomiques, et notamment du télescope achromatique, télescope qui permet d'éviter les images floues. Ce scientifique croate a été naturalisé français en 1773 et a passé 13 ans de sa vie à Paris où il a travaillé comme scientifique dans la marine. Pourtant, il est très peu connu des Français. J'étais professeur d'histoire et ça m'est absolument passé par-dessus la tête. Je ne connaissais pas du tout, c'est pour ça que ça m'a attirée parce que je ne connaissais absolument pas ce philosophe. Pour développer ce nouveau jumelage franco-croate, d'autres expositions sont en train d'être préparées entre les musées de Dubrovnik et la ville de Rueil-Malmaison. La rétrospective sur Ruder Bošković est à découvrir jusqu'au 28 avril. Deuxième idée de sortie en Essonne cette fois-ci, à Évry, au théâtre de l'Agora, où se déroule l'exposition collective Parcourir les puzzles jusqu'au 26 mai. Appréhender les espaces qui nous entourent comme des pièces de puzzle, décomposer les choses, déconstruire les paysages, recomposer le monde, tout ça grâce aux arts numériques. C'est un reportage de Keltoum Bessadok de Télésonne. Cette exposition Parcourir les puzzles nous propose de redécouvrir un petit peu ces mondes qui nous entourent, aujourd'hui composés de matière numérique. On voit beaucoup d'artistes et on réfléchit à certaines thématiques et à un moment on se dit mais cet artiste-là, cet artiste-là et cet artiste-là parlent finalement des mêmes choses mais de manière extrêmement différente. Et le but d'une exposition, c'est justement de les rassembler pour donner à voir des points de vue différents sur une question à peu près identique. C'était vraiment se poser la question de notre rapport à l'espace, au temps, à la mémoire dans le monde numérique. Ces photographies qui s'appellent les anarchitectures, qui est un principe qu'il a développé depuis longtemps, qui est de déconstruire des images. Et comme il est fan des villes nouvelles, évidemment, l'inviter en résidence à Évry devenait une évidence. Et faire une série d'anarchitectures sur la ville d'Évry, ça le faisait rêver, ça lui faisait très envie. Donc on a fait une série de 5 anarchitectures tout au long de cette résidence. Et le but du jeu, c'était effectivement de recomposer ces paysages, mais surtout de diffuser ces affiches dans la ville, donc dans les panneaux publicitaires d'Évry, pas tous, dans certains, il faut les chercher. Il y a quelques exemplaires des anarchitectures de Olivier Razzi que l'on peut voir donc de jour, de nuit, elles sont rétro-éclairées, donc c'est encore plus mystérieux. Et l'idée c'est j'ai envie de dire, d'envahir les panneaux publicitaires par des œuvres d'art. Cette œuvre s'appelle Red Mesa. Et elle est de Grégoire Lovin et elle parle, j'ai envie de dire, de la solitude du cow-boy numérique. Pour le dire autrement, alors Grégoire Lovin est un artiste hacker et le hacker est souvent un petit peu une figure controversée, ça c'est sûr, mais c'est aussi parfois un très très bon programmeur. Et le programmeur est souvent seul devant son écran et devant ses lignes de code. Il n'est pas forcément d'être en train de chatter ou d'envoyer des emails, il est parfois en train de programmer. Et il est perdu dans ces paysages mentaux, ces paysages mathématiques, algorithmiques. Et quelque part, il est un peu comme un espèce de cow-boy solitaire en train de programmer quelque chose pour être soit un justicier, soit sauver le monde. En tout cas, y mettre quelque chose d'un peu idéologique et d'un petit peu onirique. Et ça renvoie beaucoup au Far West, à cette idée du cow-boy solitaire ou du shérif dans un petit village, de ces longues chevauchées seules avec des paysages improbables, notamment on pense à des Grands Canyons, des mesas justement, c'est le nom de ces plateaux. Et puis ça évoque aussi l'ouest des USA, qui est le lieu du Far West, l'ouest distant, mais aussi le lieu où a éclaté vraiment l'informatique, en tout cas telle qu'on la connaît dans les années 70, avec la fameuse Silicon Valley, Palo Alto, enfin toutes ces recherches-là. Nous sommes au Café de la Paix, ou plus précisément à la reproduction du Café de la Paix de Rodez, la ville dont est originaire Cyril Hatz. C'est un café dans lequel il a passé beaucoup de temps. Et eh bien, on emmène toujours un petit peu ses souvenirs avec soi. Et bien, lui, il a carrément matérialisé ses souvenirs à travers cette installation qui s'est déployée dans la galerie du théâtre de l'Agora. Donc, on a quelque part ouvert le Café de la Paix de Rodez au milieu du centre commercial d'Évry 2. Il reproduit, comme à chaque fois, les objets avec des photographies de 10 par 15 cm. Donc, il a photographié le Café de la Paix sous toutes ses coutures. Et il le reproduit ici avec des grandes planches, un petit peu comme
des décors 3D ou des décors de cinéma ou des décors de théâtre, évidemment, vu que nous sommes dans un théâtre, avec cette volonté qui est la sienne à chaque fois de faire quelque chose qui n'est pas tout à fait virtuose pour introduire le défaut, j'ai pas envie de dire le bug, mais presque, et dire que nos souvenirs sont toujours un petit peu imparfaits et que c'est dans notre tête qu'on les magnifie. On est en train de jouer au jeu Génération du collectif One Life Remains. Il s'agit d'un jeu sur téléphone mobile. Le choix du téléphone mobile est vraiment très volontaire. C'est sur cette plateforme en fait, que ce jeu a été initialement conçu. Et c'est aussi à travers ce jeu-là, la conception de ce jeu-là, que le collectif s'est formé. Comme tout jeu vidéo, il y a souvent plusieurs cycles de programmation et de réflexion sur le concept. Et il nous semblait très important dans cette résidence à Évry de présenter justement le jeu fondateur de One Life Remains, parce que c'est peut-être aussi un des jeux les plus profonds qu'ils aient fait pour l'instant, en ce sens que c'est un jeu qui questionne notre patrimoine numérique à plusieurs niveaux. Alors c'est évidemment un jeu complètement ludique et complètement jouable, hein. C'est pas juste un propos intellectuel, mais ça pose une question simple, parce que finir une partie de ce jeu dure 250 ans. Alors, il est évident que je ne serai plus là dans 250 ans, même si j'étais un très bon joueur et même si la médecine faisait des progrès incroyables. Il est évident que je ne peux donc pas terminer une partie de ce jeu. Ça pose une question peut-être fondamentale de savoir, du coup, si je veux finir cette partie, à qui je transmets la sauvegarde du jeu pour qu'il puisse terminer peut-être un jour le jeu. Ça pose la question de savoir, est-ce que notre mémoire numérique, c'est la transmission des sauvegardes? Est-ce que notre patrimoine numérique, c'est nos sauvegardes? Alors je dis de jeu, mais ça peut être aussi nos sauvegardes de fichiers. Et puis ça pose aussi la question de savoir, est-ce que dans 250 ans, on peut encore lire des fichiers de sauvegarde du jeu Génération? Donc c'est la question de la transmission aussi, de la compatibilité. Et puis enfin, nous sommes tous très fiers de nos téléphones mobiles dernière génération, mais il est évident que dans 250 ans, ceci sera un objet complètement préhistorique et sera surtout complètement infonctionnel. Il n'y a aucun objet électronique qui a réussi à durer 250 ans. Et voilà, Culture & Co, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez revoir ces images sur le site internet de Telif, www.telif.tv. Merci aux rédactions des télévisions locales d'Île-de-France et nous, on se retrouve la semaine prochaine.